Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, la séance du conseil municipal est ouverte. Je n'ai pas ce soir de liste de pouvoir, je crois que tout le monde est présent. Donc, il me faudrait... Je vais désigner un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des personnes volontaires? Christine, donc Christine Audoir, est désignée secrétaire de séance pour ce soir. Donc l'ordre du jour de ce conseil municipal, ça sera l'approbation du procès-verbal de la réunion du précédent conseil du 13 avril 2026. Ensuite, nous aurons deux délibérations concernant les finances publiques présentées par Gérard Fay, qui sont l'adoption du compte financier unique 2025 du budget principal de la commune et ensuite l'affectation des résultats 2025 du budget principal de la commune. Ensuite, une troisième délibération présentée par Meryl Locatelli qui concerne les tarifs de la pause méridienne et du repas du restaurant scolaire, ainsi que l'accueil périscolaire pour l'année 2026-2027. Ensuite, Christine Audoir nous présentera une convention de participation financière aux frais de fonctionnement pour les enfants de Noyaret scolarisés dans une classe Ulysse au sein de la commune de Sassenage. Et enfin, Prazer Ribeiro nous présentera le tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2027 à partir de la liste électorale. Oui, tout à l'heure j'ai dit que tout le monde était présent. Non, il manque Chloé Mériguet qui n'est pas présente mais qui n'a pas fait de pouvoir. Voilà. Donc, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 13 avril 2026. Juste avant de procéder à son vote, je voudrais revenir sur la remarque de M. Roux qui concernait l'inclusion des questions diverses dans les PV du conseil municipal. Donc, concernant ce sujet, nous avons interrogé les services de la préfecture. Alors, je vous cite une partie de leur réponse. Donc, le procès-verbal des séances doit faire apparaître la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de la séance. Arrêté du Conseil d'État du 27 avril 1994 de la commune de Rance. Il ne ressort pas des dispositions légales ou réglementaires que l'Assemblée délibérante de la collectivité soit empêchée de prévoir, dans le cadre du règlement intérieur, si elle le juge utile, la transcription intégrale ou partielle des questions orales ou questions diverses au procès-verbal de la séance. Donc la loi ne prescrivant ainsi aucune mesure particulière sur la transcription et la conservation des questions orales et diverses dans les procès-verbaux, ces points sont à fixer librement par chaque conseil municipal. Il est seulement impératif que le règlement intérieur ne porte pas atteinte aux droits d'expression des conseillers municipaux, mais aussi aux droits d'information des administrés. Donc l'article L 2121-8 précisant que le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Donc je vous invite donc à vous référer à votre règlement intérieur actuellement en vigueur. Ça, c'était la réponse de la préfecture. C'est vrai que pour préciser, chaque commune de plus de 1000 habitants doit adopter un règlement du conseil municipal dans les 6 mois suivant l'élection. Donc ça, nous ne l'avons pas encore adopté. C'est quelque chose que nous allons faire prochainement. Donc dans le règlement précédent adopté le 16 décembre 2020, il est indiqué « Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique. » Il est également précisé « Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'essentiel des débats. » Donc, durant le mandat précédent, on considérait que les débats concernaient uniquement les délibérations inscrites à l'ordre du jour. C'est pourquoi, durant tout le mandat, les questions diverses n'étaient pas retranscrites dans le PV. Nous repréciserons ce point, effectivement, dans le futur règlement intérieur pour qu'il n'y ait, cette fois, aucune ambiguïté.
Merci pour cette réponse. Je n'ai pas saisi dans le cadre du règlement à quel moment c'était précisé que les questions en séance ne faisaient pas l'objet d'une transcription dans le procès-verbal. Eh ben, comme je viens de le dire, c'est quelque chose que nous, on a interprété durant le précédent mandat. On considérait que les débats, ce qui était nommé les débats, l'intégralité des débats sous forme synthétique, ne représentait que les délibérations inscrites à l'ordre du jour. D'accord, donc c'est une interprétation de votre part. C'est pas la règle et c'est pas transcrit dans le règlement du conseil municipal, donc c'est une interprétation de votre part sur ce texte qui vise plutôt à censurer l'opposition, puisque c'est nous qui avons été censurés dans le PV, alors que d'autres propos qui ont été tenus pendant la séance ont été retranscrits. Vous le voyez comme une censure. Après, moi, ce que je peux préciser, c'est que les débats sont filmés sur YouTube. L'intégralité des débats ainsi que les questions du public sont diffusées, donc bon, ça apparaît quelque part. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que pour le prochain règlement intérieur, on va le préciser pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. D'accord. Et puis, si je peux me permettre, pour compléter ce que dit Didier, puisque c'était sur le mandat sur lequel j'étais, de 2020 à 2026, et en lien aussi avec la préfecture... Ce qui serait bien, c'est de ne pas me couper la parole. Mais vous n'étiez pas en train de parler? Je commençais de répondre, et vous me coupez la parole. Monsieur Roux, vous n'étiez pas en train de parler, j'ai donc pris la parole pour continuer et ce que disait Didier, puisque c'était sous la mandature sous laquelle j'étais le maire, et en accord aussi avec la préfecture. C'est au-delà d'une interprétation du règlement, c'est aussi en lien avec une pratique. Et lorsqu'on a une pratique pendant 6 années, qui est de ne pas mettre tout ce qui est les questions diverses dans le PV, c'est aussi une continuité qui est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement entre 2020 et aujourd'hui. Donc c'est cette cohérence-là qu'il est importante de tenir. Donc si vous y voyez de la censure, comme vient de le dire Didier, à ce moment-là, regardez YouTube, regardez tous les sites de la mairie et vous verrez l'intervention de Nathaël, puisque l'intégralité des conseils municipaux sont filmés depuis 2020. Oui, enfin, on est clairement, et c'est dans une interprétation de quelque chose qui n'est pas écrit. On a aussi interrogé le service de la préfecture, qui dit que le juge administratif a déjà ponctuellement considéré que le procès-verbal des séances doit faire apparaître la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de la séance. Il ne ressort pas des dispositions dans l'Assemblée délibérante soient empêchés de pouvoir, et ensuite le reste doit être prévu dans le règlement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc vous êtes sur une interprétation du règlement qui ne précisait rien quant aux questions orales. Et donc je continue aussi sur ces échanges. Il est aussi notifié dans l'organisation des conseils municipaux que les questions doivent être posées à l'ordre du jour. Donc il est aussi notifié, ça c'est le règlement de tous les conseils municipaux, tous les partis d'opposition, de pouvoir faire remonter leurs questions qui peuvent être mises à l'ordre du jour. Ça c'est national, hein. Donc, à l'avenir, si vous avez des débats que vous voulez amener, il faut aussi pouvoir les mettre en ordre du jour pour que nous puissions le travailler et le mettre au conseil municipal. Après, Monsieur Roux, je vois que nous n'avons encore pas commencé à traiter des gros sujets, que vous êtes déjà en train de dire qu'il y a de la censure. Ça me questionne. Mais je pense qu'on ne va peut-être pas débattre de ça pendant des heures et des heures. Après, le conseil municipal, par contre, pour ne pas déranger les habitants avec des débats politico... moi, je vous invite, après le conseil municipal, qu'on puisse en discuter ensemble. Si ça vous intéresse de débattre. Alors, ça m'intéresse de débattre et je crois... Eh bien, j'en suis ravie.
Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir en débattre devant le public, devant l'ensemble du conseil municipal. Vous avez une vision des choses qui fait que les propos de Gérard Fay ont été retranscrits dans le procès-verbal. Les propos de Nathaël n'ont pas été retransmis. Voilà, c'est réellement quelque chose qui me choque et j'ai le droit de m'en exprimer, que ça vous plaise ou pas. Voilà, nous en prenons note et c'est vrai que nous allons réfléchir par rapport au... Oui ? Moi, enfin, je ne sais pas s'il faut alourdir encore cette discussion. On parle de mes propos, c'est vrai qu'ils ont été retranscrits, mais mes propos s'inscrivaient dans une question à l'ordre du jour du conseil municipal. On n'était pas dans les questions diverses. Après, bon, puisqu'on est dans la polémique, et on vient de rappeler que l'intérêt des comptes rendus, c'est aussi d'informer les citoyens. Moi, je suis très heureux de l'attention que porte maintenant M. Roux aux transcriptions du conseil municipal, puisque j'ai bon souvenir que sous sa présidence du conseil municipal, ça n'était pas les questions diverses qui n'étaient pas retranscrites, mais c'était même les interventions de l'opposition d'alors au sujet des questions à l'ordre du jour. Et c'est bien après l'intervention du préfet sur notre demande que les comptes rendus ont été rétablis dans leur intégralité et que nous avons pu retrouver dans les procès-verbaux des conseils municipaux de l'époque les interventions de l'opposition d'ailleurs. Merci pour votre évolution, Monsieur Roux. Vous ne l'avez pas rappelé, il fallait le faire. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux que je n'ai pas salués, parce que je suis arrivé un peu tardivement, je pense qu'il est important aussi de recentrer un petit peu les débats. Tout le monde peut s'améliorer, vous comme nous. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pas de parler de ce qui s'est passé il y a 25 ans, 32 ans, au lieu de 3 mois, parce que vous avez dit, Didier, tout à l'heure, que justement, on va remédier à ça dans l'avenir. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est que, voilà, dans votre décision que vous allez mettre en place, qu'effectivement, que ce que nous allons dire ou questionner soit retransmis, parce que l'intérêt des Nuits Cérétins doit être en avant toutes ces chamailleries ou commentaires d'il y a longtemps. Et donc voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez faire demain par rapport à ça, pour qu'effectivement, nous n'ayons pas le sentiment d'être censurés et que tout le monde y trouve son compte. Merci. D'autres interventions ? Oui, alors je suis assez surpris de l'intervention de M. Fay qui remonte il y a de nombreuses années. Et lorsque il y avait des remarques sur les comptes rendus, elles étaient systématiquement reprises. Et il n'y avait pas eu de mise au point de la préfecture sur la teneur de nos comptes rendus. Bon, c'est un mensonge de plus, Monsieur Roux, à apporter à votre crédit. Moi, j'ai tous les éléments de ce dossier. Nous avons envoyé à la préfecture les dossiers que nous recevions avant le conseil municipal, et puis les procès-verbaux du conseil municipal rédigés après la séance. La préfecture a pu conserver que c'était strictement la même chose. Les dossiers adressés aux membres du conseil municipal étaient exactement identiques au procès-verbal. Et aucune des interventions des élus minoritaires d'alors n'était retranscrite. Je vérifierai et je vous pourrai le contraire. Merci. Donc on vous laisse sur ces paroles. Donc, y a-t-il des observations ou des remarques concernant le procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal, c'est-à-dire la réunion du 13 avril 2026 ? Donc, nous allons pouvoir procéder. Nous allons pouvoir procéder au vote. Donc, qui est contre ? 3. Qui s'abstient ? Personne. Donc, le procès-verbal de la réunion du conseil municipal est adopté à la majorité. Donc, nous allons passer à la délibération concernant les finances publiques et je donne la parole à M. Gérard Fay. Merci, Monsieur le maire.
ce compte financier unique, eh bien, c'est la première question financière qui est soumise à notre Conseil dans sa nouvelle composition, à savoir celle qui est issue des élections du 15 mars dernier. Pour bien comprendre ce compte financier unique, il est nécessaire de rappeler quelques éléments de contexte, et notamment, peut-être, à l'intention des nouveaux élus. Je veux parler de deux éléments. Le premier élément, c'est le rythme financier d'une commune. En début d'année, le maire présente le budget au conseil municipal et le soumet à son vote. En cours d'année, ce budget peut faire l'objet de décisions modificatives, également présentées par le maire et soumis au vote du conseil municipal. En fin d'année, le maire rend compte de sa gestion en présentant ses comptes annuels au conseil municipal. Le deuxième élément dont il faut parler, c'est plutôt de la règle de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable, qui est une règle de base du fonctionnement financier des collectivités publiques. Dans la commune, c'est le maire qui est ordonnateur des dépenses et des recettes. Mais c'est un fonctionnaire d'État de l'administration du Trésor qui est chargé d'exécuter l'ordre de dépenses ou de recettes. Par exemple, pour payer 1 000 € à un fournisseur, le maire de la commune va ordonner de payer 1 000 € à ce fournisseur et le trésorier public va exécuter la dépense. Les services de la commune tiennent la comptabilité du maire, ordonnateur des dépenses et des recettes, et les services du Trésor tiennent la comptabilité sous la responsabilité d'un fonctionnaire comptable public. La loi prévoit que tant l'ordonnateur que le comptable rendent compte de leur gestion annuellement. C'est ainsi que, jusqu'à il y a 3 ans en arrière, l'ordonnateur produisait un document appelé le compte administratif, dans lequel il rendait compte de ses dépenses et de ses recettes de l'année. Quant au comptable, il produisait un document appelé compte de gestion. Ces deux documents étaient présentés au conseil municipal et soumis au vote. Depuis 3 ans maintenant, dans un souci de cohérence et aussi de simplification, c'est un seul document qui est présenté et soumis au vote du conseil municipal. Ce seul document s'appelle le compte financier unique, CFU. Bon, après ce préambule, eh bien, je vais pouvoir vous parler du compte financier unique de l'année 2025. La première chose à dire, c'est que ce compte financier a déjà été présenté au conseil municipal. C'était le 23 février dernier. Mais ce compte n'avait pas été présenté au vote. Pourquoi n'avait-il pas été présenté au vote ? Eh bien, pour une raison technique, car une panne nationale avait affecté le logiciel qui s'appelle Helios, le logiciel qui équipe les trésoreries publiques. En conséquence, le comptable public n'avait pas été en mesure de certifier les comptes de la commune. Entre-temps, le logiciel a été réparé, les comptes ont été certifiés et le compte financier unique peut donc être présenté au vote de notre conseil. En fait, il n'y a pas de différence entre le compte financier unique qui avait été présenté le 23 février et le compte financier unique désormais certifié par le comptable. Je vais donc en rappeler les éléments synthétiques. Pour l'année 2025,
les dépenses de fonctionnement de la commune se sont élevées à 2 664 182,44 €. Les recettes de fonctionnement à 3 142 161,31 €. Le résultat de fonctionnement de l'année 2025 est donc un résultat positif, un excédent de 477 978,87 €. Les dépenses et les recettes de cette année 2025 appellent un commentaire important, puisque, en effet, les opérations financières de l'année 2025 comportent des écritures exceptionnelles liées à l'apurement d'une partie de la dette auprès de l'EPFL. On constate ainsi en dépenses au chapitre 65 une somme de 423 970,53 € et en recettes une somme de 319 796,53 €. La dépense est constatée au chapitre 65, je le rappelle, et la recette au chapitre 74. Ces montants sont importants, ils sont considérables, car ils représentent plus de 15% du montant du budget de l'année. Si l'on y prend garde, on risque de faire des contresens ou de dire des bêtises sur la gestion de l'année 2025. On peut par exemple, si on ne regarde que les dépenses, on peut faire croire que les dépenses de la commune auraient explosé. On peut aussi croire que ce sont de mystérieuses recettes qui ont dopé l'économie communale. De façon un peu plus subtile peut-être, si on analyse la structure budgétaire, eh bien, du fait de ces opérations exceptionnelles, on pourrait croire que la structure budgétaire de la commune est profondément modifiée. On pourrait croire, par exemple, que les dépenses de personnel ne représentent plus que 40% du montant du budget, alors que les années antérieures, elles étaient voisines de 50%, comme dans la quasi-totalité des communes. Donc, pour juger des comptes de l'année 2025, il faudra tenir compte de ces opérations exceptionnelles qui concernent les biens détenus et revendus par l'EPFL. Je vous propose maintenant d'en revenir aux éléments synthétiques des comptes de l'année 2025. Les dépenses d'investissement se sont montées à 1 583 988,62 €, les recettes d'investissement à 759 324,18 €. Le résultat d'investissement est donc positif. Le résultat d'investissement est donc négatif sur l'année à hauteur de 824 664,44 €. L'excédent de fonctionnement cumulé se monte, lui, à 477 978,87 €. Compte tenu des résultats d'investissement antérieurs et du résultat de l'année 2025, le résultat d'investissement cumulé à la clôture de l'exercice 2025 est de 292 950,72 €.
Le résultat global de l'exercice se monte, lui, à 770 929,59 €. Les restes à réaliser à la fin de l'exercice 2025 sont, pour les dépenses, à hauteur de 561 154,50 € et les restes à réaliser en recettes de 288 739,50 €. Voilà. Il vous est donc proposé de voter ce compte financier unique étant précisé que le texte de la délibération pourrait être corrigé puisque, en effet, le Code général des collectivités territoriales prévoit que l'ordonnateur des dépenses de l'année quitte la séance au moment où l'on vote les comptes de la gestion dont il a été l'auteur. Oui, donc je vous propose de nommer Gérard Fay président de séance et en fait on va sortir tous les deux avec Nelly puisque on a des informations qui disent d'un côté ça doit être l'ordonnateur de 2025, c'est-à-dire Nelly Janin-Kersia, et la trésorerie publique nous dit que ça doit être le maire actuel, c'est-à-dire moi. Donc, dans le doute, nous allons sortir tous les deux pour l'approbation de ce compte financier unique. Donc, je donne la présidence à Gérard Fay pour ce vote. Oui, alors, étant entendu que pour les débats, Didier, tu peux parfaitement présider la séance pour les débats, et effectivement, je pense qu'il est logique que Nelly, ordonnateur des dépenses et des recettes de ce budget pour l'année 2025, quitte la séance au moment du vote. Et tu proposes, Didier, de quitter la séance également, compte tenu de la remarque faite par la trésorerie. Ceci au moment du vote. Y a-t-il des remarques, des questions ? Donc, je te laisse la parole, Gérard, pour le vote. Eh bien, je vous propose donc de mettre ce compte financier unique au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Nous avons 3 abstentions. Qui est contre ? Personne. Merci. Donc le conseil municipal adopte le compte financier unique de l'année 2025 tel qu'il vient d'être présenté. Merci. Nous pouvons demander à Nelly et à Didier de revenir en séance. Merci Gérard. Donc nous allons poursuivre l'ordre du jour. Donc délibération concernant cette fois-ci l'affectation des résultats 2025 au budget principal communal. Donc je te redonne la parole, Gérard. Bon, merci Didier. Donc l'excédent comptable de fonctionnement de l'année 2025, on vient de le voir, se monte à 477 978,87 €. Cet excédent est intéressant, il est important, il est destiné à permettre de financer les dépenses d'investissement. Donc ce qui est proposé à notre conseil, c'est de pouvoir affecter cette somme aux dépenses d'investissement, puisqu'il n'y a aucune raison d'en affecter une partie en dépenses de fonctionnement. Donc cette somme importante servira à financer les opérations futures d'investissement et donc reprise au prochain budget.
Donc il est proposé à notre Conseil de voter l'affectation de cet excédent de 477 978,87 € en recettes d'investissement sur le prochain budget. Y a-t-il des souhaits d'intervention, des questions sur ce rapport? Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 3 personnes. Qui est contre? Personne. Donc le conseil municipal adopte cette délibération, c'est-à-dire l'affectation du résultat de clôture de fonctionnement au budget primitif 2026, tel qu'il vient d'être proposé. Délibération suivante, donc, qui concerne le secteur éducation jeunesse et les tarifs du périscolaire et des repas. À toi, Meryl. Merci, Didier. Bonsoir. Donc, il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs des accueils périscolaires et des repas du restaurant scolaire pour la rentrée 2026-2027. Donc, au regard de l'évolution des prix globales, donc fluides, charges, etc., et de l'inflation en cours, il est proposé une augmentation uniquement des tarifs des temps d'animation. Donc pas sur le tarif du repas, mais uniquement sur les temps d'animation, à hauteur de 2% pour chaque tranche. De même, la tarification proposée pour 2026-2027 remet en conformité avec le cadre de la CAF le temps d'animation pour les tarifs des PAI, donc les projets d'accueil individualisés. Il est rappelé, je ne sais pas si je dois tout lire, mais bon, il est rappelé que la commune a engagé en 2024 des démarches pour candidater au dispositif Cantine à 1 €. Il s'agit d'une aide donc, de l'État visant à la mise en place d'une tarification sociale des cantines scolaires et du soutien du respect des engagements de la loi Egalim. La tarification de la pause méridienne a donc été revue initialement de la manière suivante, donc en dissociant le montant du repas de celui de l'accueil périscolaire dans le tarif global de la pause méridienne, et en mettant en place une plus grande progressivité dans le tarif avec les familles ayant un coefficient inférieur ou égal à 1 000 €. Une tarification du repas du midi inférieure ou égale à 1 €. Donc, il est rappelé on souligne que l'obtention de cette subvention gouvernementale et l'attribution d'une subvention complémentaire lait et fruits à l'école auprès de l'Union européenne ont permis ces dernières années de retrouver une progressivité plus importante dans la tarification et de manière globale une baisse des tarifs pour toutes les familles, quels que soient leurs coefficients familiaux. Donc, nous rappelons que le tarif de la pause méridienne comprend non seulement le prix du repas, mais aussi l'animation et la prise en charge de l'enfant pendant un temps de 2 heures. Nous proposons que les tarifs du périscolaire soient fixés par accueil, par enfant et varient en fonction du coefficient familial et du lieu d'habitation, donc pour les Nucéritains ou les extérieurs. Le tarif extérieur sera appliqué quand aucun responsable légal ne réside sur la commune. Donc voici les tarifs proposés pour l'année 2026-2027. Je ne vais pas détailler chaque ligne de chaque quotient, mais en gros, sur la première colonne, vous avez les quotients familiaux. Sur la deuxième, vous avez le tarif par demi-heure de garde, donc pour le temps du matin et du soir. Donc ce tarif, il est proposé de l'augmenter de 2%, ce qui représente donc pour la première colonne de 1 à 2 centimes d'euros par demi-heure. Sur la deuxième colonne, c'est donc le tarif de la pause méridienne globale, qui est une addition en fait de la troisième et de la quatrième ligne. Donc sur la troisième colonne, on voit le prix du repas, qui est donc à 0 € pour les quotients familiaux inférieurs à 400, et donc qui est au maximum de 1 € pour la tranche de 801 à 1000 de quotient familial. Donc cette colonne-là n'a pas du tout été augmentée.
Voilà, donc uniquement sur le temps d'animation, pour qu'on puisse continuer à proposer un accueil de qualité. Voilà, on propose une très légère augmentation du tarif. J'ai fait un léger calcul pour se rendre compte. Par exemple, pour la tranche qui contient le plus de familles, la tranche de 1201 à 1600 de coefficients familial, ça représente, donc pour une famille qui mettrait son enfant tous les jours à la cantine de toute l'année, ça représente une augmentation de 5,76 € par an. Ce qui fait donc, en sachant que la tarification est sur 10 mois, ça fait donc 58 centimes par mois pour un accueil tous les jours à la cantine. Voilà. Donc en dessous, vous avez le tarif des extérieurs, donc il a augmenté dans la même proportion. On rappelle que le coefficient familial prix sera celui donc adressé par la CAF ou fourni sur mon compte CAF partenaire CAF. En août 2026, les personnes qui ne possèdent pas de coefficient familial devront présenter leur avis d'imposition 2026. Sans justificatif, on sera obligé de facturer au tarif le plus élevé. Également, comme je disais en introduction, il y a donc pour les enfants bénéficiant d'un PAI, donc un projet d'accueil personnalisé alimentaire, et apportant leur propre panier repas, le coût sera basé sur le tarif global de la pause méridienne, donc sans la partie tarification du repas. Donc on a été obligé de dissocier ça par rapport aux exigences de la CAF. Donc le tarif du repas est bien à 0 €, mais il paye donc l'accueil périscolaire. Pour le personnel communal, le tarif est de 3,80 €. Voilà, donc on propose également l'approbation du règlement intérieur qui est également annexé pour l'année 2026-2027. Donc il y a un seul petit changement. C'est donc que lorsque les familles qui auraient inscrit leur enfant au périscolaire à partir de 16h30 et qui voudraient récupérer leur enfant sans l'avoir désinscrit dans la journée, enfin sans l'avoir désinscrit avant 9h30, ils ne pourront donc pas récupérer leurs enfants avant 16h45 pour des questions de sécurité. Parce qu'en fait, on a des parents qui arrivent à 16h30, qui veulent récupérer leurs enfants, mais là, on est sur le temps un petit peu on est sur un temps entre deux, donc pour des questions de sécurité, voilà, si les parents n'ont pas désinscrit leur enfant, il faudra qu'ils attendent 16h45. Donc ça, c'est le seul changement du règlement intérieur pour la rentrée. Voilà. Merci Meryl pour ce rapport dense. Donc, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention, des questions ? Oui, moi j'ai quelque chose qui m'interpelle parce qu'on note une différenciation entre les nucérétins et les extérieurs, hein, si j'ai bien compris. Pour autant, enfin, de ce que je vois, notamment sur le tarif de la pause méridienne, il y a 4 tranches sur 7 qui ne sont pas concernées par cette différenciation de tarifaire. Est-ce que, enfin, qu'on m'explique pourquoi ? Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'est une volonté ? Voilà, ça m'interpelle. Pourquoi différencier ces tranches-là par rapport à d'autres ? Je peux répondre rapidement. En fait, les 4 tranches concernées, c'est celles qui sont éligibles à la subvention de la loi voilà, dont tu as parlé au début. Ouais. C'est pour ça que... Donc même la tranche... La cantine à 1 €. Et la tranche à plus de 2000 aussi, je ne suis pas sûr. Parce que j'entends pour la tranche de 0 à 1000, éventuellement, par rapport à... Même si on aurait pu compenser sur le périscolaire, comme c'est dit, et qu'on ne peut pas jouer sur le tarif. Par contre, la tranche à 2000, de ce que je vois, il n'y a pas de différenciation. Mais c'est une question, encore une fois. Tu peux me redemander, me reposer la question, s'il te plaît ? En gros, moi, de ce que je lis de ma lecture, il n'y a pas de différence tarifaire. Pour les extérieurs. Entre les extérieurs et l'unicérétin, de la tranche 0 à 1000 et la tranche supérieure à 2000. Donc en fait, seules 3 tranches ont une différence tarifaire qu'on vienne d'honorer
ou de Sassenage, Veurey, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait de refonte globale, on a simplement appliqué une augmentation vraiment de 2% à chaque tranche, et on n'a pas revu entièrement la grille puisque celle-ci, elle avait déjà été revue en 2024. Mais on pourra se pencher sur la question. Après, il y a vraiment très très peu de familles concernées. Oui. Voilà. Non, mais j'entends. Voilà, moi c'était juste pour comprendre. Et après, même s'il n'y en a qu'une seule, voilà, ça peut être pertinent de regarder. Ouais. Ensuite, moi j'ai autre chose dont je voulais parler justement puisqu'on parle de la cantine, parce que sur le terrain, on m'a demandé de vous poser la question d'ailleurs. Donc parce que je ne suis pas convaincu que le rôle de la cantine soit d'éduquer le palais des enfants, mais plutôt qu'ils puissent tous bien manger pour avoir l'énergie nécessaire pour affronter les 8 heures de cours. Et quand je vois un peu le menu scolaire, et de ce qu'on m'a fait remonter, hein, ce n'est pas qu'un avis personnel, pasta chiche, j'arrive même pas à le prononcer, piperade, donc bon, c'est des pâtes aux pois chiches avec une sauce au poivron oignon, sauté de dinde, dalle de lentilles. Donc il faut savoir que le dalle de lentilles, j'ai fait mes recherches parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est une sauce curcuma, coriandre, gingembre, qui est un plat indien. Filet de liman, donc ça j'ai pas de problème, c'est du poisson sauce aneth. Faut savoir que la sauce est toujours liée dans les repas, donc quelqu'un qui n'aime pas l'anis, c'est un peu compliqué. Gratin d'aubergine et de pommes de terre au bœuf façon moussaka, sachant que je précise, à chaque fois que j'annonce un plat, il n'y a pas d'autre option. Donc pour un enfant qui a 5 ans ou 6 ans qui n'aime pas l'aubergine, c'est un peu complexe. Salade de perles, mimolade, tomates et vinaigre, je me demande où sont les protéines. Encore une fois, il y a une semaine du sandwich où je vois que le jeudi c'est tomate cerise sandwich au houmous. Donc celui qui n'aime pas le houmous, j'entends, c'est difficile. Encore une fois, je n'ai pas de jugement sur la qualité des produits et du repas qui est servi. Moi je m'interpelle plus sur voilà, le contenu, est-ce qu'il est adapté à tous les enfants de toute tranche d'âge? Voilà, c'est plus ça qui m'interpelle, et qu'aussi on m'a demandé de vous faire remonter, parce qu'a priori, un certain nombre d'enfants voilà, à la cantine, malgré la qualité du repas, que je ne remets pas en question, encore une fois, est-ce que par contre le contenu est adapté à tous les enfants? Voilà, c'est une question qui m'interpelle. Eh ben, merci pour cette question. Alors, récemment, je ne sais pas si tu as lu le Périnews là, qui est sorti récemment, qui est écrit par les élèves. Ils sont allés visiter du coup le prestataire qui fabrique leur repas. Du coup, ils ont pu poser toutes leurs questions. D'ailleurs, il y a leur interview détaillée dans le Périnews. Donc, comme ça, tu pourras voir un petit peu tout ce détail-là. Les menus, ils sont du coup, ils sont établis par une diététicienne. Donc voilà, qui travaille chez le prestataire qui fournit les repas de la cantine. Après, c'est vrai qu'il ne peut pas avoir des options, clairement, pour tous les enfants qui auront des goûts différents. Par contre, il y a des restrictions concernant la viande, concernant certains régimes alimentaires, et eux, par contre, voilà, ils peuvent manger sans viande ou sans d'autres choses, si c'est demandé par les parents. Et là, prochainement, on rencontre les parents délégués, d'ailleurs, pour un repas à la cantine, et au cours duquel ils pourront peut-être nous faire remonter aussi des informations, puisque je pense que c'est un petit peu plus le rôle du parent délégué de nous faire remonter ces infos, autant en conseil d'école que pendant les rencontres qu'on va faire avec eux. Après, si je peux te compléter, c'est vrai que le diététicien, c'est uniquement un diététicien qui s'occupe des cantines scolaires, hein, pas d'autres. Et puis, je crois que ça, c'est des questions à débattre en conseil d'école avec les parents délégués. Je crois que c'est des choses qui remontent parfois et peut-être qui pourront plus être précisées lors de ces réunions. Je comprends, mais alors, encore une fois, des fois, je peux me tromper, hein, mais c'est un appel d'offres, et qui décide du prestataire? C'est l'école? Non, c'est la mairie. Voilà. Donc ça veut dire que certes, peut-être que l'école peut faire remonter, mais à la fin mot de l'histoire, il reste à l'école. Donc voilà. Après, moi, encore une fois, je n'ai pas de doute, un enfant, il va visiter une ferme, des produits bio, et c'est très bien pour eux, et ils vont tous être enjoy de voir ça.
Après, la question est, est-ce que quelqu'un qui ne va pas manger de pois chiches, il va être content à midi d'un gamin de 6 ans? Parce que c'est, voilà, encore une fois, que moi je lui fasse du pois chiche le soir, c'est mon problème. Voilà. C'était juste voilà, une remontée terrain que je voulais faire remonter, parce qu'on en a beaucoup parlé. Voilà. Et peut-être qu'éventuellement réfléchir à ça par la suite. Voilà. Et du coup, pour compléter ce que disent les collègues, puisque le dernier marché, c'était lorsque j'étais encore maire, ce qu'on avait choisi de mettre en place pour choisir le traiteur, c'est de travailler en aveugle, et ont participé au choix du traiteur les parents délégués de l'époque et les enfants. Et il y avait aussi 2 élus qui étaient là. Donc il y avait vraiment dans la prise de décision une mixité pour le choix du traiteur. C'est vraiment l'idée de participer. Après, pour avoir vécu quelques conseils de classe, Nathalie, je t'avoue que des fois, il y a eu des plaintes parce qu'il y a des gens qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de fromage et d'autres qui se plaignaient parce qu'il y avait des fruits. Donc, je crois qu'on peut globalement, au niveau culinaire, on peut satisfaire personne. Et les exemples que tu as donnés ne sont pas représentatifs des semaines entières, puisqu'on est sur régulièrement un travail qui se fait avec des semaines du goût, où il peut y avoir des repas hindous, des repas mexicains. Alors ils aiment bien le repas américain par contre, hein. Quand c'est frites hamburger, là, bizarrement, t'as pas de plainte. Ou quand c'est spaghetti bolognaise à l'italienne, t'as pas de plainte non plus. Bon. Mais en tout cas, pour te rassurer, c'est toujours travailler en conseil d'école. C'est vrai que... Vous avez eu le conseil d'école premier ou pas encore? En juin, voilà. Du coup, c'était encore les anciens élus qui étaient. On n'avait pas eu de remontée de mémoire de plainte du traiteur, du tout. On travaillait plutôt pour sensibiliser les enfants... plutôt manger dans le calme, des choses comme ça. Mais vous verrez en juin si les parents font remonter. Et puis de toute façon, après, c'est quand il y a un changement de marché, hein, on peut toujours retravailler. On peut t'inviter si tu veux, goûter avec hein, je m'engage pas à la place de l'adjointe au scolaire, mais j'imagine que tu on a un repas prévu avec les parents délégués le mardi 26. Non, mais encore une fois, j'ai pas de doute sur la qualité. Je dis juste que peut-être que voilà, un poulet sauce paprika, s'il peut mettre la sauce à côté pour certains gamins... La sauce est toujours servie à côté. C'est pas ce qu'on m'a dit, donc voilà. Après, mais c'est bien de savoir. Hein, c'est pas ce qu'on m'a dit encore à midi aujourd'hui sur une sauce provençale. Donc encore une fois, voilà. Après, c'est pas très grave. Voilà, moi je voulais juste remonter les choses et que voilà, ça coûte rien de jeter un œil. Merci. Très bien. Bon, juste pour une dernière petite précision, je crois que la responsable du périscolaire fait régulièrement des sondages auprès des enfants pour justement avoir ces remontées de l'usager, entre guillemets. Voilà, donc nous allons passer au vote, à moins qu'il y ait d'autres souhaits d'intervention. Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? 3 personnes. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte les tarifs indiqués ci-dessus pour l'année 2026-2027 et adopte également le règlement intérieur 2026-2027. Juste une petite question, vous avez voté contre le règlement intérieur, c'est ça? Ou contre quoi exactement? Parce que Nathalie a parlé que des menus, donc je ne pense pas que c'est les... Sur deux points, par rapport à l'augmentation du tarif de 2%. Les 5 € par an, oui. Oui, les 2%, oui. Oui, parce que du coup, tu as évoqué le poulet au paprika. Je me dis, c'est pas pour ça qu'ils votent contre quand même. Non, déjà, c'est l'augmentation tarifaire, c'est le fait qu'il n'y ait pas de différenciation pour tout le monde entre certains, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça, pour nous, c'est pas très clair. L'augmentation tarifaire qui, effectivement, même si elle est de 5%, parce que dans ce cas, on peut tout augmenter de 5 €. Donc voilà, par rapport à ça, nous, on préfère être contre, parce qu'on pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment. D'accord. Voilà. Il faut quand même savoir que les tarifs de la cantine ont baissé l'année dernière suite à la subvention de la cantine à 1 €.
Voilà. Et qu'on était obligé d'augmenter les tarifs d'animation pour les enfants qui venaient avec un PAI pour être en règle avec la CAF. Donc pourquoi on aurait augmenté que cette partie de la population et pas tout le monde? Voilà, on a fait un choix. Il faut savoir qu'aussi, on fera un article dans le bulletin municipal prochainement quand on aura vraiment une analyse fine des tarifs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût d'un repas à la cantine est de 10 à 15 euros par enfant. Et qu'on ne facture au maximum 6 euros aux familles. Donc après, c'est des choix à faire. Soit tous les Nucérétains payent la cantine pour les enfants et on fait une cantine gratuite et on fait rien d'autre pour les autres personnes, enfin l'autre population. Donc il faut être aussi un peu équitable. Aujourd'hui, le coût des fluides a beaucoup augmenté. Le nombre de personnel augmente à la cantine. On a fait aussi le choix d'avoir un animateur pour une dizaine d'enfants. Enfin voilà, il y a tout un encadrement de qualité qui est là. Et donc forcément, tout ça a un coût. Oui, mais moi j'avais entendu que Nathalie, il discutait pas, ou j'entendais qu'il reconnaissait la qualité du travail qui est fait à la cantine et des repas, mais il me semblait bien qu'ils n'avaient pas saisi qu'on était obligé de faire cette augmentation pour être en règle. C'est pour ça que je demandais une précision. Encore une fois, l'augmentation pour être en règle, vous me parlez d'équité, et ça c'est très bien. Ben justement, moi l'équité, c'est que pourquoi des Nucérétains auraient un avantage tarifaire et pas d'autres? Ben ça pour moi, c'est pas équitable. Et au-delà de tout ça, peut-être qu'aussi la tarification de la cantine est liée aussi à la prestation que je vous ai donnée tout à l'heure. Voilà, donc pour nous, c'est soit tous les Nucérétains ont un avantage par rapport aux autres, soit personne. Là, on parle d'équité. Et par rapport à tout ça, nous, on a décidé de voter contre cette année. Par rapport à tout ça. Même si on ne remet pas en question la nécessité de devoir augmenter les tarifs, ne serait-ce que par rapport à l'inflation. Toi, tu aurais préféré augmenter les très bas COEF, alors, de 0 à 400, parce que c'est eux qu'on n'a pas augmenté. Non. Quand on fait les trucs, c'est pas les bas COEF, parce qu'on va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que les 3 premières tranches et la dernière n'ont pas de différence avec le tarif extérieur. Ça, c'est factuel, c'est écrit. Donc, les plus basses tranches, les 3 premières, ce sont si on les regarde, plus basses. Si vous remontez un peu plus haut, alors oui. À moins que je n'ai pas les yeux en face des trous, je parle sur la pause méridienne, qu'on vienne de l'extérieur ou pas, de 0 à 1000, c'est le même tarif. C'est ça. Et à plus de 2000, c'est le même tarif. Donc il n'y a que 3 tranches qui ont une différence tarifaire entre l'extérieur, qui est la tranche intermédiaire. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut augmenter les bas quotients familiales. Au contraire. Je dis juste qu'il y a une différence, voilà, c'est tout. Ok, d'accord, il y a une différence. Ok. Et donc, c'est pour ça que vous votez contre, c'est ça? Que je comprenne bien, parce que j'aime bien comprendre. Cette différence, c'est la hausse de 2%. Voilà. Ok. Voilà. Qui était réglementaire pour être en règle avec les demandes de la CAF. Peut-être, mais 2% d'un montant, si peut-être qu'en amont, il y a eu un autre travail. Voilà. Bon. Okay. La réglementation est, mais 2% de quoi? Voilà. De quelle base? C'est ça, le tarif. Ah oui, non, mais ça, c'est la CAF après. C'était pour les PAI. Voilà. On était inférieur. Mais alors, voilà, rien que par le principe d'équité, on était contre. Voilà, si telle est votre réponse. Ok. Donc, nous allons passer à la délibération suivante. Donc, je passe la parole à Christine Audouard. Merci. Oui. Donc, il s'agit d'une convention de participation financière aux frais de fonctionnement pour les enfants de Noyaret scolarisés dans une classe Ulysse au sein de la commune de Sassenage. Donc, conformément au Code de l'éducation, la commune de Noyaret est sollicitée pour participer aux frais de fonctionnement des classes Ulysse, unités localisées pour l'inclusion scolaire au sein d'autres communes dans lesquelles des enfants de Noyaret sont inscrits. Les classes Ulysse accueillent des enfants en situation de handicap au sein du premier degré. Donc, la commune de Sassenage a accueilli cette année un enfant domicilié à Noyaret en classe Ulysse au cours de l'année scolaire 2024-2025 et sollicite la participation aux frais de fonctionnement selon les modalités exposées dans la convention que vous avez jointe dans le dossier du Conseil. Donc cette subvention est de 1 671,46 € pour l'année scolaire. Donc il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de participation financière avec la commune de Sassenage qui sera renouvelée de manière tacite chaque année en fonction des effectifs d'enfants nucérétains inscrits au sein de ces structures. Merci Christine. Donc, y a-t-il des souhaits d'intervention?
On va être pour. Hein. C'est bon, il n'y a pas encore. Donc pas de souhait d'intervention. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc le conseil municipal donne son accord pour autoriser monsieur le maire à signer cette convention de participation financière avec la ville de Sassenage à l'unanimité. Donc on va passer maintenant à la dernière délibération de ce conseil qui concerne le tirage au sort des jurés d'assises. Donc je donne la parole à Prazer Ribeiro. Alors, bonjour. Vu le Code de procédure pénale et notamment ses articles 259 à 261.1, vu la loi numéro 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises et notamment son article 16 modifiant les articles 260 et 261 du Code de procédure pénale, vu la loi numéro 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évaluations de la criminalité et ayant modifié en particulier l'article 260 du Code de procédure pénale susvisé, vu l'arrêté de la préfète de l'Isère numéro 38-2026-04-17-502 du 17 avril 2026 fixant le nombre et la répartition des jurés d'assises du département de l'Isère pour l'année 2027, vu les tableaux officiels publiés par l'INSEE fixant la population légale des arrondissements, des cantons et des communes du département de l'Isère, en vigueur à compter du 1er janvier 2026, considérant la nécessité de tirer au sort 2 jurés titulaires et un nombre double de suppléants, communique sur les prescriptions de la préfecture de l'Isère relatives à la désignation par tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2027, propose de procéder au tirage au sort de 6 personnes ayant au moins 23 ans au cours de l'année 2027. Donc, faut tirer au sort. Et le tirage au sort de ces jurés d'assises se procède sur un logiciel spécifique qui est sur la liste électorale. Donc, on lance le logiciel et le premier nom va apparaître. Je vois pas. Alors, donc, Soubry Audrey. Donc, voilà, des domiciliés 680 chemin d'ébauche, qui fait partie du bureau de vote numéro 2. Donc, le deuxième titulaire est M. Philippe Moncouk, qui habite 51 rue de l'Église, au bureau de vote numéro 1. Ensuite, pour les suppléants, premier suppléant, M. Rémi Martin, 389 rue Léon Porte. Ensuite, André Gaillard, 964 avenue Saint-Jean. Philippe Gros-Coissy, 579 rue de la Fontaine du Merle. Et enfin, Claude Robert, Le Poyer. Il y en a encore un. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de commentaires, pas de questions. Donc, je mets le rapport au vote. De toute façon, qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Donc, le conseil municipal, voilà,
accepte la liste tirée au sort pour les jurés d'assises. Je finis le truc ou pas? Non, c'est bon. Voilà. Ensuite, eh bien, nous en avons fini pour les délibérations de ce conseil. Donc nous pouvons passer aux questions diverses ou questions orales. Nous n'aurons pas de questions orales étant donné que nous ne les avons pas notifiées par écrit. Et moi, c'est pour vous rappeler ou vous informer que jeudi 28, on va tenir le thé dansant qu'on a mis en place à chaque printemps, donc de 14h à 17h, ouvert et gratuit à tous les habitants de Noyaret. On demande une petite participation aux extérieurs. Donc on aura Franck Lafescheskina qui va faire l'animation et on aura une démonstration de danse en ligne. Donc ça promet d'être très sympathique et voilà, c'est ouvert à tous les amateurs de danse. Et donc pour rappeler que demain matin, c'est l'école à vélo. Donc tous les enfants viennent en vélo à l'école. Les vélos seront stockés dans la petite cour, donc en toute sécurité. Voilà, c'est prévu. Les maîtresses et le périscolaire attendent les enfants à vélo. Et oui, en termes de mobilité, effectivement, on est dans le mois de la fête du vélo promu par le SMAG, du 18 au 31. Sur la commune de Noyaret, il y aura 2 animations, mais ce type de manifestation est fait sur l'ensemble des 49 communes. Et notamment, il y a des balades dans le centre historique de Grenoble avec des escape games, etc. Et sur la commune de Noyaret, nous avons 2 animations, une qui est à la bibliothèque et notamment la mise à disposition de vélos en livre et une autre animation qui est disponible le 31 mai sur réservation avec inscription gratuite. Cette animation, c'est 2 sessions de balade en VTT à assistance électrique qui vous permettra de découvrir non seulement les routes et tout ce qui arrive au niveau de la voie verte, mais aussi des coteaux, parce que ce sont des VTT qui vont permettre d'aller un peu dans les coteaux, et c'est accessible aux débutants. Une autre information un peu plus contraignante, même si c'est quelque chose d'assez sympa, il y a le Tour d'Ora qui va passer justement sur la commune de Noyaret le lundi 8 juin, et il aura un impact car la RD sera fermée entre 10h45 et 13h45. Et en termes d'urbanisme, on a une petite réunion publique ce mercredi 20 mai. Justement, cette réunion publique est faite par la SCCV Les Deux Manoirs. Cette réunion publique est sur un projet immobilier qui est entre la départementale et le chemin du Moulin et qui est entre le manoir Rivier et le manoir de Clairefontaine. Voilà. Et je voulais aussi, je pense que vous avez dû voir dans le bulletin municipal, donc le dimanche 21 juin, il y a la fête de la musique avec les Mouches Bleues et plein d'autres animations qui vont se faire. Voilà. Merci. D'autres souhaits d'intervention? Donc, eh bien, je vais clore ce conseil municipal et pouvoir donner la parole au public s'il y a des questions. Moi, j'ai juste une question à propos, j'ai lu sur le BM, au niveau des travaux qui ont été effectués par le conjoint d'une élue. Tu peux préciser parce que... Eh bien, sur le bulletin municipal, il y a eu des travaux qui ont été effectués et ils ont été effectués par le conjoint d'une élue. Je pense que vous avez quand même fait d'autres devis et que ça n'a pas été... on va dire un passe-droit, entre guillemets. Voilà, effectivement, c'est une réponse que j'ai pu aussi écrire. Non, bien évidemment qu'il n'y a pas de passe-droit. Il y a une volonté qu'on
qu'on a appliqué pendant 6 années. Et puis je pense qu'on va continuer toujours là, sur ce prochain mandat, d'essayer de favoriser au maximum les commerçants et les artisans et les entreprises nuxérétaines. Ça, c'est vraiment important. Et effectivement, le choix de cette entreprise a été fait comme elles sont faites d'habitude, c'est-à-dire au moins 10 ans. Donc on avait une série de devis. Et effectivement, c'était le plus intéressant. Et comme je le disais, ce type d'information a été notifié par les personnes de l'opposition. Et je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un petit effort de fait pour aller se renseigner avant de donner ce type d'information. Tout simplement parce que quand on se renseigne, on peut voir qu'il y a effectivement différents devis. Et ces différents devis viennent montrer que, ok, effectivement, c'est le moins 10 ans. Et puis, par contre, j'invite les personnes de la minorité, si vous pensez que j'ai fait des malfaçons ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il faut enclencher un article 40, parce que ça mérite une enquête. Si vous n'allez pas faire d'article 40, c'est que tout va bien. Donc, soit on fait les choses sérieusement, soit on ne les fait pas. Merci. Ce ne sera pas écrit sur le PV, monsieur Roux. Votre remarque. J'ai un peu de vécu dans les séances du conseil municipal et je sais que lorsque la séance est levée, les remarques ne sont pas au procès verbal. Voilà. Donc je ne vois pas beaucoup l'intérêt de votre précision. Oui, notre intervention dans le bulletin municipal, elle était par rapport à l'article 3 de la charte qui a été lue en conseil. Et c'est vrai qu'on a quand même toujours intérêt à ce qu'il n'y ait pas de conjoint d'élus qui ait des marchés de la collectivité. Je ne mets pas en doute qu'il y a eu 3 devis, mais je trouve que c'est un principe qui est sage et qui évite toutes les suppositions possibles et qui nous permet totalement d'être en conformité avec l'article 3 de la charte qui a été lu lors du premier conseil municipal d'installation. Et je vous confirme qu'on est en accord puisque l'élu concerné, non c'est le conjoint, ne prenait absolument pas part à ces décisions. Donc on est OK avec la charte. C'est bon? Il y a d'autres questions dans le... D'autres questions? Donc, juste avant qu'on se sépare, pour vous annoncer la date du prochain conseil municipal qui aura lieu le lundi 6 juillet. Voilà, et dire aussi aux élus, avant qu'ils partent, de venir signer le document concernant le compte financier unique et puis la feuille d'émargement. Merci d'avance. Bonne soirée.